D'entrée de jeu, c'est sûr que l'histoire des tarifs de 25 que les États-Unis voudraient imposer avec le Canada, ça va pas profiter à personne. Ça va pas profiter au Canada, ça va pas profiter aux États-Unis non plus. Toutes les études faites sur le sujet montrent qu'au net, c'est un impact négatif. Parce que les entreprises, veulent pas, elles importent un paquet d'intrants qui viennent de l'étranger. Donc, si c'est taxé de 25 ben, on n'est pas nécessairement plus avancé. Allô, Julien. Bonjour, Elfie. Hey, merci d'être venu me voir aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation. C'est comme un cadeau de Noël. J'ai de la neige aujourd'hui. Oui. Puis, je t'ai invité à ton balado. Julien, dans le fond, on va parler de différents sujets aujourd'hui, mais nous, on s'est connus parce que dans ta profession, tu es un économiste. Tu fais des différents projets de recherche, dont on en a quelques-uns dont on va parler. Mais qu'est-ce qui t'a amené là, à devenir économiste comme ça? C'est quoi ce choix-là? C'est quoi ce choix-là? C'est une bonne question. J'étais pas prédestiné, tu sais, j'étais pas en secondaire 2 à me dire plus tard, je vais être économiste. Non. Mais je te dirais que c'est un peu par la force des choses, au sens où pour quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de sujets, qui a de la misère à choisir, par exemple, l'économie, ça permet de toucher à tout. Tu sais, comme ça parle de politique, ça parle de société, sociologie, ça parle de psychologie, ça parle évidemment d'affaires, de finances. J'aime bien les mathématiques. Pourquoi pas utiliser une profession où est-ce que c'est utile aussi? Fait que c'est vraiment une profession, je trouve, qui permet de toucher à beaucoup de sujets. Puis au cégep, ben, la cerise sur le sundae, c'est que j'ai eu un enseignant qui était vraiment passionné puis qui m'a transmis son intérêt. Donc, voilà un peu la... Fait que là, tu as fait un bac, tu as fait un... Bac maîtrise. OK. Ouais, en économie. J'ai passé à travers de ça et survécu. T'es toujours là? Ouais, c'est ça. Toujours là. Content de l'avoir fait. Puis, ben, c'est ça. Maintenant, ça fait... j'ai commencé à travailler à la Banque du Canada. OK. Fait que j'étais plus macroéconomiste au début. Fait que je m'intéressais plus aux questions PIB, chômage, inflation, taux d'intérêt, tout ça. Avec un volet aussi plus recherche. Puis, ben là, ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis avec APECO, où est-ce que l'on fait vraiment de l'économie appliquée. Fait qu'on est dans les politiques publiques, on est dans les décisions d'affaires, puis c'est vraiment appliquer la boîte à outils de l'économiste à toutes les questions qu'on peut se poser ou à peu près. Puis c'est qui, en fond, c'est quoi le type de projet, vos clients qui vous engagent? C'est qui exactement? En fait, j'aime bien dire qu'on se spécialise à des généralistes. Fait que, ouais, c'est une bonne petite phrase. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est ça la beauté de la chose. Fait qu'on travaille autant avec le secteur public que privé, que associatif, communautaire. Puis, dans le fond, on a vraiment des services conseils d'analyse économique. Donc, on veut mettre en place un programme de subvention, on veut changer un régime de taxes, on veut développer un nouveau produit pour, je ne sais pas moi, soulager le système de santé. Bien, nous, on fait les estimations, on analyse qu'est-ce que ça pourrait donner comme répercussion. Puis souvent, mais c'est une question de est-ce que ça vaut le coup? Qui est-ce que ça affecterait exactement? Dans quelle mesure? Ce genre de choses-là. Et toi, y a-t-il des projets qui viennent te chercher particulièrement ou tu te complais dans ce rôle de généraliste? C'est sûr que j'ai mes petits dadas. J'aime bien tout ce qui touche les finances publiques, les politiques publiques, ce genre de choses-là. Je trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est des décisions qui affectent tout le monde. Fait que ça a une grande portée, donc raison de plus pour ne pas se tromper quand on les conçoit. Puis, les projets environnementaux aussi. Ouais. On en a de plus en plus, liés avec la transition énergétique, transition écologique. Beaucoup de questions qu'on se pose sur quelle énergie on va utiliser demain, qu'est-ce qui est le plus efficace, comment on minimise nos émissions de GES et tout ça. Fait que ça aussi, c'est des sujets qui sont super passionnants. Parlons de l'économie un peu au Québec. On n'entend pas nécessairement les choses positives toujours. C'est difficile, contexte économique pas nécessairement favorable. Comment ça va là, au Québec en ce moment? Comment ça va? Bien, je vais commencer avec peut-être les points plus positifs. Partir du bon pied. Tu sais, il y a quand même eu des améliorations par rapport à là où on se trouvait il y a 1 an ou 2. Je pense à l'inflation, qui est quand même redescendue beaucoup. Puis aussi, pénurie de travailleurs, ça a aussi redescendu, notamment à cause que le contexte économique a ralenti.
Mais si on se souvient, il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment répandu dans plusieurs secteurs qui manquaient de travailleurs qualifiés puis que ça empêchait de faire avancer les affaires. Ouais. Ça, il reste encore des cas de pénurie, évidemment, dans certains secteurs, mais ça a quand même diminué de beaucoup, puis ça permet un peu de détendre le jeu. Fait que ça, c'est côté positif. Puis là, on est en décembre 24. L'inflation, en ce moment, elle est à quel niveau? Elle est, j'ai pas le chiffre exact, là, mais essentiellement retournée à sa cible, donc dans les environs de 2 OK. Puis, si je me trompe pas, particulièrement au Québec, là, en général, elle a été quand même plus faible que dans le reste du Canada aussi. Donc ça, on peut se réjouir quand même de ça. Du côté des choses à améliorer, c'est sûr que les enjeux de logement restent à l'avant-plan, puis l'inflation, même si la hausse des prix ralentit, reste que les prix sont plus élevés que ce qu'ils étaient avant. Fait que ça veut dire pour l'alimentation, pour se loger, le transport aussi, ce genre de choses-là, ça coûte plus cher. Puis on le voit très bien quand on regarde les dernières données des banques alimentaires, par exemple, ou les données sur l'itinérance aussi. Là, on a fait un beau projet là-dessus chez APECO pour justement mettre un peu de l'avant les avantages de sortir les gens de situations d'itinérance. Mais ça l'a augmenté, puis ça a des gros coûts pour la société. Il y a plusieurs choses qui ont mené à ça. En partie, le fait que pour le logement, on n'a pas réussi à bâtir assez vite pour la croissance de la population qu'on a vue. Ça se voit aussi quand on regarde le PIB par habitant. Donc, PIB par habitant, c'est grosso modo combien de revenus on génère dans l'économie par personne. Fait que même si les revenus totaux ont augmenté, quand on le rapporte par habitant, ça diminue depuis à peu près la fin de 2022. OK. Ouais. Donc, ça, est-ce que c'est la même chose que le Canada, par exemple? Oui, ça se voit aussi, même affaire au Canada. OK. Donc, c'est vraiment que, c'est ça. Puis là, les gouvernements sont en train d'ajuster le tir un petit peu. Il y a des politiques qui sont mises de l'avant pour nous aider à bâtir plus vite des logements. Puis d'un autre côté, sur le plan de la croissance de la population, il y a aussi des ajustements qui sont faits pour nous donner le temps un petit peu de rééquilibrer le marché. Fait qu'on risque de voir des améliorations l'année prochaine, puis 2026. Mais en ce moment, ça reste quand même assez difficile. Puis est-ce que le Québec, mettons qu'on compare avec d'autres pays, pas nécessairement le Canada, si on regarde un peu de l'extérieur, est-ce qu'on on a une situation comparable ou on se démarque positivement ou négativement de nos... Je dirais qu'on se démarque assez positivement dans l'ensemble. C'est sûr que quand on se compare avec les États-Unis, les États-Unis ont eu comme une bonne croissance quand même récemment. Mais si on se compare avec l'Europe, par exemple, le Québec tire bien son épingle du jeu. Reste qu'on a un taux de chômage qui est encore très faible. On peut bien dire qu'il a remonté dans les derniers mois, puis c'est totalement vrai. Mais on a le taux de chômage quand même le plus faible au Canada, par exemple, à travers les autres provinces, puis même à travers le monde, ou si on se compare historiquement, les gens travaillent, comme les gens arrivent à trouver un emploi. C'est juste qu'ils n'arrivent pas nécessairement à trouver un logement ou à avoir un emploi qui les rémunère suffisamment. Toi, tu es économiste depuis combien d'années, en fait? 7 ans. 7 ans? Fait que dans les 7 ans où tu as suivi, je dis pas qu'avant tu le faisais pas, mais où tu as suivi de façon peut-être plus professionnelle l'évolution du Québec, est-ce que tu vois une évolution qui va vers le positif? Ou... Oui, dans l'ensemble, je dirais que oui. J'ai pas regardé tous les paramètres, mais ne serait-ce qu'au chapitre des finances publiques, même si, bon, récemment, on a quand même un bon déficit. Oui. Mais il y a eu quand même des efforts intéressants qui ont été faits de ce côté-là. OK. Il y a eu des investissements quand même en éducation, en culture qui ont été faits, qui ont été quand même non négligeables. Puis globalement, dans l'économie, si on se rapporte un peu avant la pandémie même, c'est sûr que c'est pas agréable d'avoir de la rareté de main-d'œuvre puis de chercher du monde pour combler les postes, mais ça veut quand même dire que il y a de la business. Puis les gens travaillent, puis ceux qui veulent travailler arrivent à trouver un emploi généralement. Ouais. Fait que
à tout prendre entre beaucoup de chômeurs ou des postes vacants, j'aurais une petite tendance à préférer les postes vacants. Tantôt, tu as mentionné, tu as parlé, tu n'en as pas vraiment parlé, tu as dit le mot États-Unis. Et là, on est dans un contexte où on a M. Trump qui revient au pouvoir en janvier. Il n'est pas encore arrivé qu'il annonce déjà ses couleurs, de son désir d'imposer, entre autres, la fameuse taxe de 25 %. On ne sait pas si ça va arriver ou pas. J'ai envie de t'entendre sur ce genre de mesures qui pourraient arriver parce que j'entends beaucoup aussi d'entreprises qui exportent énormément aux États-Unis, qui voient un peu une certaine menace. Toi, avec ton chapeau d'économiste, comment tu analyses ceci? Phénomène super intéressant d'un point de vue purement économique. Qui, tu sais, quand je te disais la politique, l'économie, c'est proche, c'était un cas parfait. D'entrée de jeu, c'est sûr que l'histoire des tarifs de 25 % que les États-Unis voudraient imposer avec le Canada, ça ne va pas profiter à personne. Ça ne va pas profiter au Canada, ça ne va pas profiter aux États-Unis non plus. Lui, le pari qu'il fait, c'est que même si ça va leur coûter plus cher importer des choses, ils vont tellement développer leur économie à l'interne à cause qu'ils vont rapatrier du travail et tout ça, qu'au final, ça va compenser les prix plus élevés à l'importation. Mais toutes les études faites sur le sujet, y compris des études faites sur les tarifs relativement récents que Trump avait instaurés lors de son premier mandat, montrent que au net, c'est un impact négatif. OK. C'est toujours un impact négatif parce que les entreprises, veulent pas, elles importent un paquet d'intrants qui viennent de l'étranger. Donc, si c'est taxé de 25 %, ben, on n'est pas nécessairement plus avancé. De surcroît, j'ajouterais que appliquer des tarifs, à la limite, avec des partenaires commerciaux qui ne jouent pas selon les mêmes règles du jeu que nous, même d'un point de vue purement économique, ça pourrait être justifié. J'ai un exemple, on a des politiques environnementales à un endroit, on n'en a pas à un autre endroit. On ne joue pas vraiment aux mêmes règles, avec les mêmes règles du jeu. Puis des fois, c'est ça que les entrepreneurs canadiens par rapport à la taxe carbone vont déplorer, c'est nous, on paye cette taxe-là, puis nos concurrents ne la payent pas nécessairement. Mais quand on compare le Canada et les États-Unis, on joue essentiellement le jeu de l'économie avec les mêmes règles. Donc, il n'y a vraiment pas de raison apparente de mettre des tarifs comme ça. Il y a une grande relation commerciale entre les États-Unis puis le Canada, dont le Québec. Et le Québec. Et puis, il y a beaucoup d'allers-retours dans une production d'un même bien. Parfois, dire, ben, telle étape se fait au Québec ou au Canada, peu importe, et après ça, ça va aux États-Unis. Ça revient, ça va, ça revient, ça va. Fait que je me questionne sur tu vois les effets, la viabilité. Boule de neige. Oui, exactement. C'est ça. Bien, tout à fait. Comme il y a certains produits, ça peut traverser la frontière 8 fois là, avant d'aboutir dans le produit fini. Est-ce qu'il va y avoir des exemptions sur certains secteurs, comme celui de l'automobile, par exemple, qu'on sait qui est très intégré entre les deux pays? Peut-être qu'il y en aura. Mais effectivement, ça peut rapidement avoir un effet comme ça, multiplicateur, si on veut. Donc, c'est sûr que pour les entreprises canadiennes, ça va les inciter à exploiter le marché local au maximum, parce que s'ils vendent ici, ben, ils n'ont pas à avoir les tarifs des États-Unis. Et ce qui va peut-être arriver, c'est que le Canada va peut-être aussi imposer des tarifs sur les produits en provenance des États-Unis pour compenser. Auquel cas, ben là, il y a aussi un effet pour les entreprises canadiennes de dire, bon, ben, est-ce que je fais venir mes produits, est-ce que je fais venir mes matériaux des États-Unis ou j'essaie plutôt de m'approvisionner soit ailleurs au Canada, soit ailleurs dans le monde? Mais est-ce que, parce qu'il y a quand même une grande part, sans avoir nécessairement le chiffre exact, une grande part de la production manufacturière au Québec qui est exportée aux États-Unis? En fait, tu vois, les exportations, c'est grosso modo 20 % du PIB du Québec. OK, quand même. Fait 1 $ sur 5. Tout produit confondu. Tout produit confondu. Okay. Puis 80 % des exportations
s'en vont aux États-Unis, grosso modo. Un OK. peu moins que ça, là, mais entre le 3/4 puis 4/5 s'en vont aux États-Unis. Donc oui, on est, au Québec, clairement, on est susceptible de ressentir les effets de ça. On l'avait vécu avec l'aluminium pendant le premier mandat de Trump. On le vit sur le bois d'œuvre à intervalles semi-réguliers. On exporte aussi de l'électricité maintenant dans le nord-est des États-Unis, puis de plus en plus, possiblement. Est-ce que ça va être exempté des tarifs ou pas, ça reste à voir. Mais c'est clairement un marché qu'on exploite beaucoup, le marché américain. Fait que pour le Québec, c'est un gros enjeu. Tu penses-tu que tu en as fait un peu mention sans utiliser ce nom-là, mais on pourrait assister à une forme de retour au protectionnisme national, de dire, ben écoute, justement, moi, alors, comme consommateur, compte tenu de mesures, peu importe que ce soit peu importe le chiffre que M. Trump pourrait imposer, ben je vais justement choisir de prioriser les produits locaux, tu sais. Est-ce que les gens feraient ce choix-là consciemment, indépendamment juste de l'effet sur le prix? Juste par comme fierté ou par morale, peut-être? Oui, disons. Peut-être. Patriotisme. Par patriotisme. Oui. Peut-être qu'on pourrait voir un phénomène comme ça. Ça arrive quand même, des boycotts envers certains pays. Ouais. On en a déjà vu par le passé, là. Pas nécessairement les États-Unis, mais bon, quelque chose se passe dans un autre pays, puis il y a un petit mouvement de boycottage qui se fait. Ça pourrait arriver. Après, dans quelle mesure l'acheteur moyen, qu'il soit un consommateur ou une entreprise, connaît la provenance du produit, ça, c'est moins sûr, là. Je pense que souvent, les gens font les achats en magasin, puis est-ce que ça vient des États-Unis ou est-ce que ça vient d'ailleurs? C'est pas toujours clair. Mais ça pourrait arriver. Certainement, en tout cas, à travers l'effet de prix, donc le fait que les biens américains pourraient devenir plus chers si le Canada applique ses propres tarifs. Ben ça, effectivement, c'est clair qu'on va le voir directement dans l'étiquette de prix. OK. C'est quoi nos pistes à ce moment-là pour mettre de l'avant les produits québécois ou canadiens, en fait, auprès du consommateur, selon toi? On parle d'identification? Oui, je pense que ça passe beaucoup par l'identification. On ne pourra jamais forcer une entreprise américaine à mettre un gros logo du drapeau américain sur sa boîte, évidemment. Mais pour ce qui est de nos entrepreneurs d'ici, je pense qu'ils ont tout intérêt à s'afficher comme tels quand ils sont certifiés les produits du Québec ou quand ils font la plupart de leurs étapes de production ici au Québec. Je pense qu'ils peuvent certainement le mettre de l'avant. Puis tantôt, on pourra parler peut-être même encore plus en détail. J'ai une petite idée de qu'est-ce qu'ils pourraient faire peut-être même de plus pour faire valoir les bons côtés de l'achat local. Mais au-delà de l'affichage par produit, on commence aussi à avoir des sections en magasin qui sont dédiées aux produits québécois. Puis, ou que ce soit sur Amazon, même, je sais que les produits du Québec, vous avez une page aussi dédiée à ces produits-là. Fait que ça aussi, ça peut aider le consommateur, même s'il n'est pas écrit produits au Québec sur chacune des emballages. Ben, je vais dans la section du magasin où est-ce qu'ils ont déjà fait un tri parmi tout ce qu'ils offrent, puis ici, c'est les produits locaux. Actuellement, tu sais, tout ce qui se passe au niveau du libre-échange, tu sais, comment ça fonctionne actuellement? Si on regarde la situation là, de façon assez macro, là, si je peux me permettre, c'est quoi les relations entre les différents pays au niveau de tout ce qui est exportation, importation qui concerne le Québec? La mondialisation, on va appeler ça comme ça, le fait d'importer, exporter, aller toujours là où ça peut être le moins cher ou le plus efficace de produire, ça ne fait à peu près qu'augmenter dans les dernières décennies. Là, on a peut-être atteint un plateau. Là. Il y a certaines données quand même qui montrent que le commerce international en proportion des économies mondiales, ça commence à plafonner, là, en quelque sorte, parce que, bon, on a déjà quand même exploité beaucoup de possibilités de faire les produits à d'autres endroits dans le monde. Donc, il y a une petite stabilité peut-être qui se dessine là. Mais dans l'ensemble, les chaînes d'approvisionnement sont hyper intégrées, réparties à travers les différents pays, je dirais. OK. Fait que, on l'a vu pendant la pandémie, il suffit qu'il y ait un fournisseur quelque part au Vietnam ou quoi que ce soit qui fait un intrant majeur dans un paquet d'autres produits, puis c'est toute la chaîne
de valeur qui est impacté. qui est impacté, qui est affecté par ça. Julien, parlons un peu de projets qu'on a fait ensemble, parce qu'on a, dans le fond, chez Produits du Québec, on a fait un premier projet de recherche avec vous où l'objectif, c'était d'aller quantifier la valeur, en fait, de l'impact économique et de l'impact environnemental des produits qui portent des marques de certification versus des produits comparables importés. Là, la clé est dans le comparable et est dans quantifier, dans le sens où, à ma connaissance, puis t'en as plus que moi sur le sujet, mais le fait d'arriver avec des données claires et de dire, bien, l'impact économique, on le sait qu'il est positif, mais il est de combien, ça n'existait pas. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, je pense que les gens sont assez bien sensibilisés qualitativement à l'impact de l'achat local. Tu sais, comme on se dit, bon, mais il y a plus d'argent qui reste ici, ça fait travailler du monde d'ici, on développe une expertise sur différents sujets. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça représente exactement en termes monétaires ou en termes d'emploi ou en termes de gaz à effet de serre, si on regarde l'aspect environnemental? T'sais, est-ce qu'on parle d'une différence qui vaut vraiment le coup, puis let's go, on embarque? Ou est-ce que c'est marginal, puis finalement, bon, ben, c'est le fun, mais bon, on va pas se déchirer la chemise là-dessus? Fait que c'est un peu là-dessus qu'on est parti quand on a commencé l'étude. Oui. Puis comme tu l'as bien dit, on voulait comparer des comparables. Oui. Fait qu'on est allé chercher, dans le fond, des produits qui ont la certification, une des marques de certification. On a fabriqué produits les trois. Exactement, on a couvert les trois. On a identifié des produits comparables à ceux-là. Donc, on a vraiment fait un gros travail de recherche à regarder toutes les caractéristiques. Le cadre, y est-tu en bois? C'est-tu les mêmes dimensions? Y a-tu une vitre en verre ou c'est une vitre en plastique? Vraiment regarder comme les caractéristiques physiques puis des matériaux des produits. Si c'est un vêtement, est-ce que c'est du coton biologique ou tout ça. Puis ensuite, on a demandé aux entreprises participantes, dites-nous un peu quand vous vendez votre produit qui est certifié, où vont vos dépenses, où va l'argent que le consommateur vous paye, en fait. Fait qu'on a comme suivi les dollars comme ça pour voir, OK, le détaillant qui vend le produit va en prendre une partie. Ou si c'est livré, l'entreprise de livraison va prendre sa marge de livraison. Fait que du produit, du coût vendant, en fait, de la valeur vendante, comment l'argent s'effrite. C'est ça, se répartit ou se découle après ça dans l'économie. Mais c'est ça, on est vraiment parti du prix sur la tablette. Oui. Puis où est-ce que ça s'en va? Fait que, on peut s'imaginer, mettons, un produit que j'importe des États-Unis, par exemple. Le détaillant, ça se peut que lui, il a passé sa commande auprès d'un fournisseur aux États-Unis, peut-être même le manufacturier directement. Il a acheté 500 cafetières. Il les a fait venir, puis là, il les vend. Fait que là, quand le consommateur achète la cafetière faite aux États-Unis, ça permet de créer de l'emploi dans le magasin de détail. Peut-être aussi, si tu passais par un grossiste en cours de route ou des choses comme ça, il y a une partie de l'argent qui reste ici puis qui fait fonctionner les activités ici. Mais après ça, veut pas le gros du montant de la valeur de l'article, elle s'en va aux États-Unis parce que là-bas, il faut qu'ils payent leur main-d'œuvre, il faut qu'ils payent tous les matériaux qui sont allés, puis il faut qu'ils payent les machines qui ont servi, les profits, etc. Fait qu'il y a quand même une grosse fraction de l'argent qui est dépensé par le consommateur qui finit par sortir. Alors que si on achète le produit fabriqué ici, par exemple, là, il y a non seulement toute l'étape de détail puis de distribution, mais justement, il y a des salaires qui sont payés ici, il y a des intrants qui sont achetés peut-être de fournisseurs québécois, peut-être de fournisseurs étrangers. Fait que là, il y en a une partie qui s'en va aussi. Puis, il y a l'entrepreneur lui-même qui a besoin d'une marge pour pouvoir financer ses prochains investissements et tout ça. Fait que c'est un peu cet exercice-là qu'on a fait, de suivre l'argent, puis de voir à chaque étape, c'est quoi les retombées économiques en termes de PIB, en termes d'emploi, en termes de salaire pour les travailleurs. De bénéfices avant impôt. Et de bénéfices avant impôt, c'est ça pour les entreprises. Donc, comparer ça. Et l'élément clé qu'on a tenu à introduire dans l'étude, c'est la question du prix. Parce que le gros argument en faveur du libre-échange puis de la mondialisation,
c'est que ça peut permettre de faire baisser les prix. Parce que nous, on est bons ici à faire quelque chose, eux, là-bas, ils sont meilleurs que nous à faire telle autre chose. Aussi bien qu'eux fassent ça, nous, on fasse des avions, puis on va s'échanger nos biens. Au final, ça va coûter moins cher, puis notre pouvoir d'achat ou notre niveau de vie va juste s'en trouver amélioré. Ça, c'est la prémisse qui sous-tend toutes les initiatives de libre-échange et de mondialisation. Puis, règle générale, les arguments sont valides. On le voit quand même en pratique. Ceci étant dit, est-ce que l'économie qu'on obtient en faisant faire le produit à l'étranger est suffisamment importante pour compenser le fait que, justement, l'argent sort de notre économie et ne reste pas pour faire fonctionner d'autres activités? Fait que c'est un peu ça la question qu'on s'est posée. Donc, est-ce que c'est vrai que le produit concurrent étranger est moins cher? Puis s'il l'est, est-ce qu'il est suffisamment moins cher pour dire « Ouais, non, ça vaut vraiment la peine qu'on l'achète de l'étranger, on n'est pas encore assez compétitif pour le faire ici. » Puis ça, c'était même pas l'objectif de la recherche. L'objectif, c'était la quantification de l'impact. Et ça l'a permis de démontrer ça parce que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Moi, je l'entends souvent parce que ça fait partie de mon travail. Acheter local, c'est plus cher. Mais dans un monde idéal, on aurait une étude comparative de tous les secteurs de biens non alimentaires et on aurait fait une étude très exhaustive qui peut donner très, très lourde, là, très, très costaude. Ouais. Et on serait capable de démontrer que c'est pas nécessairement une théorie qui est vraie. Mais là, avec notre petit échantillonnage de produits, on n'en avait pas beaucoup, mais on a quand même démontré que c'était pas tout à fait le cas, en fait. Exactement. Ouais, plusieurs exemples où soit le prix était comparable, soit des fois même le produit local était moins cher. Auquel cas, ben là, on gagne sur les deux tableaux. Exact. On paye moins cher, puis l'argent recircule dans l'économie locale ici. Donc, dans ces cas-là, clairement, c'est plus avantageux de faire l'achat local. Puis, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer ce phénomène-là. Des fois, il y a des produits qui viennent de l'étranger, mais qui sont associés à une marque très forte. C'est une marque qui résonne beaucoup dans l'imaginaire des gens. Et grâce à cette marque-là, ben, la compagnie peut se permettre de présenter un prix élevé, même si elle a fait faire son produit dans un pays où est-ce qu'ils sont plus compétitifs que nous au niveau des coûts. Mais ils ont tellement investi pour développer leur marque et que les gens vraiment associent du bien-être et de la qualité à ça, que les gens sont prêts à payer pour ce prix-là. Fait que ça peut arriver des cas où le produit étranger va être plus cher que le produit québécois, mais ce n'est pas systématique. Et il faut vraiment comparer à qualité égale. J'ai souvent donné l'exemple de la planche à découper. C'est sûr que si on compare une planche à découper faite au Québec avec du bois dur, puis bien travaillé, tout ça, des belles essences, avec une planche en bambou d'un demi-centimètre d'épaisseur, c'est sûr que la planche en bambou va être moins chère. Mais c'est pas ce que je qualifierais d'un produit qui est comparable. Il remplit la même fonction, mais il n'y a pas du tout les mêmes caractéristiques. Et c'est très fréquent, comme, pas nécessairement l'exemple de la planche, mais comme idée préconçue, ou d'associer l'achat québécois à l'artisanat. Oui. Qui est pas... Oui, c'est une des sphères, mais c'est pas... Il y a le bien de consommation courante aussi. Exactement. Mais toi, est-ce que tu as eu, outre la notion de prix là, dans cette recherche-là, on est allé vraiment mettre des chiffres derrière ces indicateurs-là, as-tu eu des surprises ou des constats que tu as fait? Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Déjà, de voir à quel point il y avait quand même plusieurs produits de notre échantillon qui n'étaient pas moins chers que leurs compétiteurs importés. Ça, c'était un. Deuxièmement, l'ampleur des retombées économiques qu'on est capable d'aller chercher en choisissant le produit local, ça m'a surpris. C'était des fois 2, 3, 4, 5 fois, même des fois plus de retombées économiques. Parce qu'encore une fois, si tous tes intrants, tes fournisseurs, c'est des fournisseurs locaux, ton électricité, elle vient d'Hydro-Québec, c'est tout de l'argent qui permet après ça de faire fonctionner d'autres choses ici. C'était vraiment plus avantageux. Donc, il fallait vraiment que le compétiteur soit beaucoup moins cher pour qu'il remporte la manche, en quelque sorte. Puis la troisième chose, je dirais, c'est le volet environnemental. On n'a pas encore parlé beaucoup, mais on a estimé, en fait, mettons que je produisais exactement le même produit, avec le même poids, les mêmes matériaux, etc., mais que je le faisais au Québec versus
Puis là, on avait différents pays selon le bien qu'on regardait dans notre échantillon. Des fois, c'était en Asie, mais des fois, c'était aux États-Unis ou même quelques produits, c'était ailleurs au Canada. Ce serait quoi la différence d'émissions de gaz à effet de serre? Puis, premièrement, j'ai été content agréablement surpris de voir que souvent, ça permettait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de le faire ici. Mais la raison pour laquelle c'était plus avantageux, ça m'a quand même surpris. Parce que souvent, on va penser au transport, parce qu'on se dit, hey, le bien que je viens de commander qui est parti de Chine, qui lui-même avait des intrants qui venaient d'ailleurs, c'est vraiment loin. Mais en fait, si tu suis un chandail qui voyage dans un bateau de conteneurs sur l'océan, qui peut contenir des milliers de chandails qui se rendent jusqu'à Montréal pour faire sa livraison, c'est très efficace d'un point de vue de consommation d'énergie puis d'environnement, versus le camion au Québec qui transporte 300 chandails, peut-être pour se rendre au centre de distribution. Là, par chandail... Ça revient un peu plus élevé. Ça revient plus élevé. Fait que sur le transport, c'est pas tant là qu'on avait un gain, mais c'était beaucoup sur, en fait, le type d'énergie auquel on a accès au Québec versus ailleurs dans le monde, surtout en Asie, qui est l'énergie propre, exactement. Donc, l'hydroélectricité qui a des très faibles émissions, alors que dans la plupart des pays d'Asie, il y a encore beaucoup de charbon qui est utilisé, du gaz naturel, évidemment, qui est utilisé aussi. Donc, c'était beaucoup là que l'avantage se situait. Cette recherche-là, dans le fond, juste à titre de rappel, on avait une dizaine de produits qui en représentaient 250, parce qu'on considérait que des variations. Il y avait certaines variations qui étaient équivalentes. Donc, ces entreprises-là ont tous eu leurs propres résultats individuels. Donc, de dire, par exemple, je me souviens entre autres qu'il y a un lavis en rose qui est à l'intérieur de cette étude-là, un soutien-gorge qu'on avait comparé, la marque Conso Québec, on leur a remis à eux les résultats d'impact économique de leurs produits et environnemental. Comment tu penses qu'une entreprise peut utiliser un peu ces résultats-là pour se démarquer? Là, je vais lancer une idée. Vas-y, on est là pour ça. Je vais faire preuve d'audace un petit peu. Mais... Un économiste fait toujours preuve d'audace. Oui, je ne sais pas par rapport à ça. Mais honnêtement, je serais curieux de voir une entreprise qui dirait directement sur mon emballage, je vais dire au consommateur, quand tu me donnes ton 25 $, voici où s'en va l'argent. Voici ce que je fais avec. Tu sais, comme transparence là, vraiment assumée, puis de dire, ben regarde, sur le 25, il y en a 5 qui servent à payer du monde. Il y en a 15 qui servent à payer les matériaux, dont 10 qui viennent d'ici, puis 5 qui viennent d'ailleurs. Puis oui, je me garde une marge de profit parce que ça fait partie de la réalité. Ça prend une marge de profit pour financer des investissements, pour payer les entrepreneurs qui prennent des risques et tout et tout. Mais tu sais, vraiment de dire, écoute, je vais te montrer concrètement, là, quand tu me donnes tes sous, voici ce qui se passe avec. Puis je serais curieux de voir la réaction du consommateur. C'est un super bon point que tu amènes, puis j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce qu'on mesure l'intérêt du consommateur d'acheter local chaque année. On le fait, entre autres, de plusieurs façons, mais une des façons, il y a un baromètre qui est fait par le CQCD chaque année. Et la mesure où l'intérêt du consommateur à acheter local est toujours présente de façon assez élevée. Tu sais, on parle de au moins le 2/3 des répondants quand on pose cette question-là. Est-ce que vous voulez prioriser un produit local, non alimentaire, si bien sûr il est repérable? Ton point de repère du départ est important. Et c'est très positif. Mais le passage à l'action, est-ce qu'il est là selon toi, tu sais, ou ce que tu vois, ou ce que tu perçois? Une des premières choses qu'on apprend en économie, c'est qu'il peut y avoir une bonne différence entre les intentions et les actions. C'est pour ça qu'en général, on n'aime pas tant demander aux gens qu'est-ce que vous feriez. On aime bien les mettre dans la situation puis regarder ce qu'ils font réellement. OK. Fait que je ne dis pas que c'est complètement du flanc. Je pense qu'il y a une certaine corrélation entre les intentions et les actions. Mais c'est sûr que rendu au magasin, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que, je suis capable d'identifier quels produits viennent d'ici versus d'ailleurs? Est-ce que, 2, mon détaillant qui est proche de chez moi a des produits locaux sur ses tablettes ou pas du tout? Est-ce que j'ai le temps en ce moment de
de chercher peut-être le produit québécois ou d'aller dans un autre détaillant pour aller le chercher? Ou est-ce que je suis pressé, fait que je vais au plus simple, le magasin XY, puis je prends le premier produit que je vois? Fait que tout ça mis ensemble, je pense que ça milite en faveur de justement plus d'affichage, puis rendre ça le plus facile possible, dans le fond, pour que le consommateur se dise « J'ai à peu près pas besoin de changer mes habitudes. Je vais au même magasin qu'avant, je fais les mêmes allées qu'avant, mais à chaque fois, je le vois. C'est comme « Ah, OK, ça, c'est l'alternative locale. » J'ai l'impression que le consommateur est relativement informé ou l'information est accessible. Il y a de plus en plus d'informations accessibles. La situation environnementale n'est pas favorable. Tout le monde le sait, qu'on doit tous faire des efforts, que ça passe entre autres par la consommation ou la surconsommation. Et il y a des plateformes comme Temu qui vont faire consommer des produits à des prix dérisoires. Donc, les gens achètent parce que, pour plein de raisons, en fait, achètent. Et je me dis, OK, on continue à surconsommer ou on continue à consommer beaucoup, mais on est informé, on le sait que ce n'est pas nécessairement ce comportement-là qui va nous aider à aller dans une meilleure posture. Oui. Bien, c'est ça. Est-ce que les gens voient nécessairement les avantages de faire l'achat local? On en a parlé tantôt, il y a plus de retombées, mais ça reste quand même relativement abstrait, là, dire bon, je vais prendre le bien local parce que j'aide mon prochain qui habite complètement dans une autre ville ou peu importe. Il y a comme une espèce de distance qui va toujours être un petit peu difficile à combler. Mais je pense que vraiment la clé, c'est il faut que ce soit le moins possible un coût pour le consommateur de trouver l'item local puis de le comparer avec l'item étranger. Si votre produit il est plus cher, mais c'est parce que les matériaux sont beaucoup de qualité bien supérieure ou il y a des fonctionnalités que le compétiteur étranger n'a pas, dites-le, mettez-le de l'avant puis dites comme, gars, sais-tu quoi? Mon produit québécois, il est plus cher, mais je te donne une garantie de 5 ans dessus parce que, je sais que les matériaux que j'ai utilisés sont vraiment bonne qualité. Si mon produit est moins cher que mon compétiteur, ben ça aussi, comme il faut que ce soit quasiment dans le visage des gens. Penses-tu que le consommateur est plus sceptique face aux allégations? Nous, on a des marques de certification, il y a un processus de vérification derrière, mais on n'est pas les seuls à avoir des logos. Est-ce qu'ils sont tous crédibles? Tu penses qu'il y a il y a du scepticisme? C'est une bonne question. Tu sais plus que moi, je ne suis pas au courant d'un scandale passé de blue washing, là. Même s'il y en a peut-être eu, j'en ai aucune idée. Mais mettons dans l'univers du greenwashing, de l'éco-blanchiment, ça, on le voit plus, là, justement, la compagnie prétend X, mais dans le fond, ça veut-tu vraiment dire ce que ça veut dire? Puis, elle a été homologuée, telle affaire, mais est-ce que l'association qui homologue est vraiment fiable et tout ça? Fait que je pense que c'est normal quand même que les gens se posent des questions par rapport à ça. Puis c'est une raison de plus d'aller chercher, je pense, une certification externe, là, indépendante du produit. Mais j'aurais tendance à dire que dans le domaine du commerce local, les gens ont peut-être un petit peu plus confiance quand même envers les fabricants. Oui. Je pense que ça dépend aussi où l'achat est effectué, probablement. Probablement qu'il y a certains commerces qui sont peut-être dans un environnement où tu as un petit peu plus confiance. Fait que je pense que c'est variable. Il y a des situations où il y a eu effectivement j'appelle ça du Québec washing. Donc, je ne sais pas si c'est un terme qui existe, mais de faux logos, de fausses provenances. Donc, c'est arrivé. En même temps, c'est le défi d'avoir des logos qui n'ont pas nécessairement de processus de vérification. Exact. Puis l'autre avantage, c'est, contrairement à juste un logo fleur de lys, par exemple, c'est OK, local, mais à quel point? Puis quoi exactement? C'est-tu juste l'entreprise, elle est enregistrée au Québec, mais elle achète 2 morceaux, puis elle les met ensemble, puis elle vend comme un produit local? Ou c'est vraiment, toute la chaîne de production à peu près est ici, puis il y a 500 personnes qui travaillent dans l'entreprise,
Fait que ça, un des avantages aussi des marques de certification que vous avez dans Fabriqué au Québec, dans Produits du Québec, c'est très normé. Là, exactement. Si vous voulez prétendre que c'est fabriqué ici, mais c'est parce que vous rencontrez telles exigences. Exact. Fait que parlons un peu, à ce moment-là, de la valeur que ces marques-là peuvent avoir, parce qu'on a fait une autre recherche, ça par des recherches, où là, l'objectif était différent. C'était un petit peu d'aller quantifier la valeur qui est attribuée à, je vais dire l'achat local, mais c'est plus que ça, c'est l'achat local avec nos logos de certification. Et là, tu sais, moi, je me souviens dans nos premières discussions sur ce projet-là, tu sais, c'était comme comment qu'on arrive à ça, puis c'est pas facile à faire parce que la meilleure façon d'avoir l'impact, c'est d'avoir des ventes. C'est de regarder les ventes chez le détaillant ou en entreprise puis de dire, ben voici ce qui s'est passé et en enlevant tous les facteurs autres derrière. Donc, c'est pas mission impossible, mais c'est mission difficile. Et là, vous avez proposé une méthodologie. C'est pour arriver à quelque chose d'un peu plus précis que moi, je serais prêt à payer tel prix ou, tu sais, en sachant pas trop à quoi je pense. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, bien, tantôt, on parlait des intentions par rapport aux actions. Oui. Effectivement, la méthodologie qu'on a proposée, c'est de se rapprocher le plus possible de la décision d'achat concrète. Donc, on a employé une méthode qui s'appelle l'analyse conjointe, qui est une traduction du terme en anglais. Pas nécessairement super adéquate, mais bon, en gros, ce qu'on fait dans l'analyse conjointe, c'est que on a mené une enquête auprès des Québécois, toutes les régions, etc., tous les âges. 2800 personnes au final quand même qu'on a eu dans notre échantillon. 2801. 2801, exactement. Et, mais là, au lieu de leur demander combien vous payeriez de plus, on leur a présenté différentes versions d'un même produit. Fait qu'on leur disait, on avait 7 catégories de produits, bon, ameublement, santé, beauté, articles de sport, des choses comme ça. Puis on leur disait, bon, imaginez-vous, vous êtes au magasin pour vous acheter un meuble, vous comparez 2 produits qui ont les mêmes caractéristiques, etc. Les seules différences entre les produits, c'est leur prix et leur origine ou leur marque de certification. Fait que là, on leur présente, mettons, 3 versions du même produit. Puis on leur dit, ben ça, c'est 250 $ fait aux États-Unis. Ça, c'est 275 $ certifié produit du Québec. Puis ça, c'est 500 $ fait en Asie, par exemple. Puis là, on leur demande, ben lequel est-ce que vous choisiriez? Fait qu'on est vraiment proche d'une décision comme si on était dans une allée de magasin puis qu'on choisissait un produit. Fait qu'on demandait comme ça à chaque répondant de faire des choix. On leur demandait plusieurs fois, en faisant toujours varier tous les prix, c'est ça. Tous les prix, toutes les origines, marques de certification pouvaient être combinées de différentes façons. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'avec des outils statistiques, on analyse toutes ces décisions-là qui ont été prises par nos répondants. Puis on vient vraiment mesurer c'était quoi l'effet du prix, c'était quoi l'effet de la marque ou l'origine. Puis entre les marques, c'était quoi la différence entre États-Unis puis Asie, ou un produit avec une fleur de lys, une étiquette Québec, mais non certifiée, ou une des marques de certification. Fait que c'était un peu ça l'idée. Puis là, on est capable d'obtenir des résultats super précis. On a même des marges d'erreur autour. On a beaucoup d'informations selon aussi l'âge du répondant, le sexe, la région, où est-ce qu'il habite, etc. Et ce qu'on a constaté, c'est que essentiellement, si on regarde un produit du Québec par rapport à un équivalent importé de Chine, donc un produit qui aurait une certification des produits du Québec par rapport à un équivalent importé d'Asie, c'est à peu près 40 % de plus que les gens étaient prêts à payer. Puis par rapport à un produit qui s'afficherait comme étant fait au Québec sans certification, c'était quand même un 10 % aussi que les gens étaient prêts à payer de plus. Fait que c'était comme super intéressant de valider un peu des intuitions qu'on avait ou des résultats qu'on avait vus peut-être des fois dans des sondages, par exemple. Mais là, de le voir vraiment basé sur des décisions simulées d'achat répétés. Là. Puis je sais pas, toi, ce qui t'a surpris là-dedans, parce que moi, il y a plusieurs choses qui m'ont surpris un peu, là, dans le sens où, justement, dans le genre de données que moi, j'avais vu avant, qui était très
imaginez-vous que vous achetez un produit québécois, combien de plus seriez-vous à payer pour ce produit-là? Mais ce produit-là étant, je ne sais pas, et le montant de ce produit-là étant, je ne sais pas non plus. Donc, on voyait du 1 à 5 et une certaine proportion, un 5 à 10, puis ça n'excédait pas vraiment 10 Moi, j'ai rarement vu ça, mais... Bien, c'est ça. En fait, il y a plusieurs différences avec les sondages où est-ce qu'on demande les intentions. Il y a l'aspect intention versus décision, qui est une chose. Après ça, comme tu l'as dit, ce qu'on a remarqué, c'est que plus l'item était cher, comme par exemple quand on était dans la catégorie d'ameublement, bien, la volonté à payer des gens était plus faible que dans des catégories où est-ce que le produit est pas très cher, comme un accessoire dans une pharmacie, par exemple. Fait que juste pour rendre ça tout plus concret, ce que je veux dire par là, c'est que si les gens disent « je suis prêt à payer 10 de plus », puis qu'on regarde un meuble à 1 000 $, ben c'est quand même un 100 $ de plus que le 10 représente. Ouais. Si on regarde un produit qui se détaille à 10 $, puis que je dis 10 c'est 1 $ de plus. Exact. Fait qu'on voit que juste d'avoir des produits avec des prix plus faibles, on peut quand même rapidement prétendre être dans le 40 % puis dire, ben oui, tu sais, je paierais peut-être 14 plutôt que 10 pour tel item qui est fait au Québec. Alors que pour des produits plus dispendieux, la volonté à payer, quand on l'exprime en pourcentage, est plus faible. Donc ça, c'est quelque chose qui, en général, dans les sondages d'opinion, c'est pas précisé. On ne connaît pas le prix de l'item qu'on est en train de considérer. Fait que ça ne nous donne pas tout à fait un résultat très précis. Puis l'autre chose, comme tu disais, c'est on se compare à quoi? C'est quoi l'alternative? Est-ce que les gens, quand ils ont répondu au sondage d'opinion, ils se comparaient avec un produit québécois non certifié, un produit canadien, ou est-ce qu'ils se comparaient avec un produit asiatique? Tu sais, à quoi les gens pensaient quand ils ont répondu à la question? Et à quel produit? Et à quel produit, exactement. Ça, c'est pas précisé. Puis encore une fois, ça a une importance parce que ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que, bon, mais c'est sûr que si l'alternative que je considère, c'est un produit québécois non certifié, bien là, c'est peut-être juste 10 % que je suis prêt à donner de plus pour la certification. Mais si je compare, par exemple, à un produit qui vient d'Asie, ah ben là, je suis peut-être plus dans le 40, 50, 60 %, surtout si c'est un bien qui coûte pas très cher, dans le fond. Fait qu'il y a tous ces aspects-là qui peuvent expliquer les différences entre ce qu'on entend dans les sondages puis ce que cette étude-là a révélé. Mais nous, les résultats qu'on a à ce jour, c'est les plus rigoureux et les plus exhaustifs, je dirais, qui sont disponibles actuellement. Tu penses-tu qu'on peut... Tu sais, moi, c'est sûr qu'on les communique avec fierté, hein, parce que c'est des résultats qui sont positifs, mais à quel point ça se traduit dans la réalité? Tu sais, parce qu'on vient toujours... Est-ce que ça se passe comme ça, tu sais, en magasin, où quand on est dans un sondage, on est dans un esprit qui est différent, puis c'est pas tu sais, comment on peut interpréter ça, en fait? Ben, tu sais, la prochaine étape, comme tu mentionnais, ça serait de faire des simulations en magasin. Mais ça, tu sais, est-ce qu'un détaillant va être prêt à dire il y a des clients, je vais leur vendre ça 15 $, il y a d'autres clients, je vais leur vendre ça 25 $, selon la journée, de la semaine, tu sais, ça pose des enjeux éthiques et peut-être même légaux là, de faire des variations comme ça de prix dans le magasin juste pour le plaisir. Mais une chose qu'on pourrait certainement faire, c'est regarder comment les ventes d'un produit ont progressé par rapport à quand il n'y avait pas de certification versus à partir du moment où il y en a obtenu une, ou un produit qui avait déjà une certification mais qui n'existait pas chez le détaillant X, puis que là, il a commencé à être mis sur les étagères. Comment est-ce que c'est venu prendre des parts de marché à son concurrent, par exemple, étranger? Fait que ça, c'est des choses qui peuvent être faites, qui peuvent être mesurées. Mais c'est ça, là, on parle vraiment de rentrer dans les systèmes comptables quand même des détaillants. Fait qu'il y a des bons partenariats à établir. Oui, il y a un petit défi à ce niveau. À l'accessibilité d'informations et je comprends, là, c'est un défi avec lequel il faut conjuguer. Hein. J'ai envie de te demander comme question un peu plus personnelle, c'est quoi la place de l'achat local, toi, dans ta vie à toi? C'est intéressant comme question parce que je te dirais que ça a augmenté beaucoup dans les dernières années.
Notamment à cause de l'aspect environnemental aussi, puis, tu sais, juste les pratiques dans d'autres pays pour la manufacture, ce genre de choses-là. Fait que de plus en plus, maintenant, j'essaie d'acheter de la qualité. J'essaie d'acheter quelque chose qui vient proche d'ici. Tu sais, je trouve qu'il n'y a rien de plus plaisant que de rencontrer la personne qui a pensé à ce que tu as acheté, au produit que tu es en train d'acheter, qui l'a réfléchi puis qui est capable de te raconter. Ben, sais-tu, on a mis du merisier parce que telle raison. Tu sais, comme il y a toute une histoire qui vient avec le produit, qui devient plus juste un objet, mais tu sais, carrément comme justement une histoire, hein, qui a comme un arrière-plan qui vient avec. Alors que, tu sais, un produit lambda que tu achètes sur une tablette puis qui vient de très loin, ben, tu es très détaché de ce produit-là, puis peut-être que ça contribue aussi au fait que, bon, ben, on va y faire moins attention, on va peut-être le remplacer plus vite ou, tu sais, quoi que ce soit. Fait que ça, je pense que c'est pour moi, une des grandes motivations d'acheter local, c'est de voir les gens puis connaître l'histoire derrière le produit. Ça a un impact sur aussi ta fréquence de consommation, parce que là, tu parlais aussi de garder les choses, donc... C'est pas nécessairement parce que c'est fait local que c'est plus cher, ouais. Mais puis c'est vrai. Mais je pense qu'au Québec, on est bon aussi à produire des biens de qualité. T'sais, quand on se compare à qualité égale, je pense qu'on est, on est bon, on fait peut-être des fois des plus petits volumes, mais on fait vraiment des produits de qualité. Puis ça aussi, c'est justement quelque chose à laquelle j'essaie de faire attention. T'sais, je vais acheter quelque chose, je vais peut-être payer plus cher aujourd'hui parce que c'est un produit de qualité, mais je vais juste en acheter 2 dans toute ma vie au lieu d'en acheter 5, par exemple. Fait que ça aussi, c'est comme pour l'aspect, justement, environnemental, je trouve ça super intéressant. Et toi, là, dans le fond, tu es chez APECO, je sais que tu enseignes aussi. Oui. Donc, pour F25, pas F25, l'année 2025, comment ça se dessine pour toi? Ça se dessine très bien. Écoute, chez APECO, ça continue de grossir d'année en année. Fait qu'on est très chanceux, puis ça veut dire qu'on fait du bon travail, les gens nous apprécient. Fait qu'on continue sur cette lancée-là. Mais peut-être sur le plan plus personnel, moi, ma conjointe vient de terminer ses études, donc on peut finalement fermer ce chapitre. Oui, on est très, très fiers Les études de en ça. quoi? En neurosciences, qu'elle complétait. Fait que l'année 2025 va définitivement être une année de changement de tout ordre, pas professionnel. Avant de clore l'épisode, je te dirais, toi, est-ce que tu aurais une question que tu aimerais me poser par rapport à notre discussion d'aujourd'hui? J'en aurais 2, en fait. OK. Une plus sérieuse, puis je vais froncer des sourcils. une plus ludique. La plus sérieuse, c'est, je me demandais, parce que là, on a parlé beaucoup des consommateurs, des habitudes des consommateurs pendant l'entrevue, mais il n'y a pas juste les consommateurs qui peuvent acheter local. Les entreprises ont des fournisseurs, les gouvernements achètent des services et des biens de plusieurs entreprises à travers le Québec. Est-ce qu'il y a des initiatives de ce côté-là qui portent fruit, ou est-ce que depuis que vous existez, vous avez vu une différence dans les pratiques? Bien, je vais répondre en 2 temps. Côté entreprise, on voit qu'il y a quand même, pour plusieurs entreprises du moins, il y a quand même un désir, de dire, connaissez-vous, tu sais, moi j'entends plus cette question-là maintenant, est-ce que vous connaissez des fournisseurs qui font telle chose, tu sais? J'aimerais peut-être ça me rapprocher d'ici, ou j'aimerais peut-être ça, tu sais, faire des changements dans ma chaîne d'approvisionnement. Donc, tu sais, je pense qu'il y a plus d'entreprises aussi qui sont conscients que de s'approvisionner à l'extérieur, parfois, comme tu le disais, ça peut être souhaitable, mais parfois, ben le coût de l'item, c'est pas le seul. Hein? Il y a le coût, oui, il y a le coût environnemental, mais il y a aussi le coût de transport, le coût de se déplacer pour aller voir, le coût de l'entrepôt parce que tu dois commander une grande quantité de produits aussi en même temps. Fait qu'il y a des coûts parfois qui sont pas nécessairement compris. Fait que cette notion-là commence à être de plus en plus fréquente. Moi, je la vois beaucoup. Et côté gouvernement, il y a quand même des efforts là, de vouloir... Moi, ce que je sens, c'est que bon, un certain désir peut-être de privilégier l'achat local lorsque c'est possible, parce qu'il y a quand même la loi sur les accords commerciaux en ce moment qui dicte quand même certaines règles par rapport à l'approvisionnement. Donc, ça fait en sorte que, ben oui, on va vers le plus bas soumissionnaire pour des appels d'offres qui sont en haut de certains seuils. Puis là, bon, tu as certains seuils selon certaines catégories.
Et la dernière année, ils ont ajouté une certaine clause comme quoi les appels d'offres sous les seuils, donc certains, selon les différentes catégories, peuvent bénéficier d'une marge préférentielle de 10 pour les entreprises qui sont à valeur québécoise ou canadienne. Bien. Et dans la valeur québécoise, la définition de valeur québécoise, c'est un peu la définition de notre marque fabriquée. Donc, moi, je trouvais ça intéressant de dire, bien, dans certains types d'appels d'offres, bien, on a quand même une marge de manœuvre pour dire, bien, c'est pas nécessairement le plus bas soumissionnaire, tu as un 10 de jeu pour aller privilégier une entreprise québécoise qui a des biens québécois. C'est noble, mais malheureusement, après un an, donc ça, c'est en vigueur depuis octobre 2023, mais après un an, il y a très, très peu d'appels d'offres qui se sont prévalus de cette marge-là. Ah bon. Parce que je pense que c'est très peu connu, en fait. Fait que les donneurs d'ordre, les gens qui souhaitent s'approvisionner pour le gouvernement ou différents ministères ou différentes institutions, bien, ils ne savent pas nécessairement que ceci existe, donc la marge préférentielle. Donc, c'est pas... Et les entreprises qui appliquent ne savent pas nécessairement non plus. Fait qu'il y a encore un travail d'éducation à faire par rapport à cette initiative-là. Et je pense sincèrement j'espère, en fait, qu'on pourrait même être plus agressif que cette initiative. Fait que commençons par bien la communiquer puis s'assurer que les entreprises la comprennent, que les donneurs d'ordre la comprennent pour qu'ils l'utilisent, que ça devienne un véritable levier. Puis après ça, bien, est-ce qu'on a autre chose qu'on peut mettre en place pour... Bien, il y a probablement plusieurs produits qui sont achetés à l'extérieur sur une base automatique. T'sais, on répète l'appel d'offres précédent, on répète le contrat précédent, ou on fait notre appel d'offres, on rédige notre appel d'offres en fonction de quelque chose qu'on a trouvé sur Internet. Donc, les entreprises qui voient l'appel d'offres ne se sentent pas interpellées parce qu'il n'est pas adapté selon l'offre qui peut être disponible ici. Fait qu'il y a quand même un travail à faire. Je pense que c'est un beau chantier à explorer pour donner une plus grande place à nos entreprises au Québec. Je trouve ça intéressant, l'aspect des habitudes, parce que les habitudes, c'est long à changer. C'est long. C'est long pour les consommateurs. C'est long. Puis visiblement, ça peut être long pour les gouvernements Exactement. aussi, pour les entreprises. Puis c'est ça, c'est comme d'une cohorte à l'autre, d'une génération à l'autre. Exact. Finalement, les idées changent tranquillement. Ouais. OK. Fait que t'en avais deux, là. J'avais une question ludique. Je voulais savoir, depuis qu'on se connaît maintenant, Oui. t'es-tu devenue une passionnée d'économie? Est-ce que tu lis de l'économie, t'écoutes de l'économie? C'est-tu rendu plus amical pour toi? Ben écoute, je ne sais pas si j'utiliserais le terme amical, mais j'utiliserais le terme nécessaire. Parce que ça fait partie de plus en plus de mon vocabulaire, parce que j'en parle, parce que je parle des impacts économiques de l'achat local. Puis moi, pour moi, c'est important de comprendre ce dont je parle aussi. Donc, est-ce que je lis des livres d'économie? Pas nécessairement, mais je suis beaucoup plus à l'affût depuis qu'on se connaît, Julien. Je lis davantage, je dirais probablement plus des publications quotidiennes. Il y a certains balados aussi qui sont accessibles maintenant, tu sais, le balado de Gérald Filion que j'écoute et tout ça, qui sont très accessibles aussi pour n'importe qui souhaite se familiariser. Puis je trouve que, tu le mentionnais au début, puis j'ai pas étudié en économie, évidemment, mais c'est vrai, par exemple, que la perspective, elle est grande sur ce qui se passe. C'est politique à la fois. Fait, je pense que ça nous permet juste une meilleure compréhension des dynamiques qui se passent en ce moment. Donc, la réponse, c'est oui. Est-ce que je suis une experte? Pas du tout. Tu parlais de balado économique, si tu me permets, je vais faire un aparté. Pour vrai, parce que je viens d'y penser. J'anime un balado de l'Association des économistes québécois qui s'appelle La planche à billets. Bon, il est disponible sur toutes les plateformes connues d'écoute en continu. Toutes les plateformes? Et tu as combien d'épisodes à ton actif? Écoute, ça a commencé, c'est jeune. On est rendu à 5 épisodes, je crois. 5 épisodes, d'accord. Ouais, c'est ça. D'à peu près quelle durée? Il y en a de 15 minutes, il y en a de 45 minutes. OK. Ouais, on essaye différents formats, plus capsules des fois, ou plus discussion de fond. Mais on essaie de garder ça à mi-chemin entre... t'es pas obligé d'avoir étudié l'économie pour suivre le sujet. Mais c'est ça, si tu as un certain intérêt, c'est sûr que ça aide aussi. Je vais en écouter un en fin de semaine, je te le promets. Je ne sais pas si ça va être celui de 15 ou de 45, mais je vais en écouter un, puis je vais te revenir avec... C'est bon. Je vais regarder mes stats sur Spotify. Je vais te reprendre. Voir si je l'ai vraiment fait. Avant de te laisser aller, je vais t'offrir un cadeau, comme je fais à chaque épisode. Ah, oui. okay. C'est le temps de Noël. Puis là, je me suis dit, quoi offrir à Julien
Julien, il doit aimer les casse-têtes. Là. Il t'a trouvé ça intéressant, des casse-têtes. Fait que là, j'ai un beau casse-tête Conso Québec pour toi. Wow! Oui, oui, est disponible, entre autres, chez Toys R Us, de Héros graphique. Donc, on a allons-y dans le Québec complètement avec le Château Frontenac. Oui. Je sais pas si les gens Oui. peuvent Fait savoir. que moi, en échange, je vais écouter un baladon en fin de semaine. Tu feras ton casse-tête et je vais 1000 pièces, moi, ça va peut-être me prendre un petit peu plus de temps. t'en ferai une activité de couple. Mais oui, absolument. Ben, merci beaucoup. Ça me fait Elfie. plaisir. Et, c'est super beau. Puis en plus, c'est une photo qui a été prise l'automne, Oui, qui est pas mal ma saison préférée. moi aussi. Et elle se termine. Et elle se termine. Elle se termine. Donc, je te souhaite un bon casse-tête. Je te souhaite un beau temps des fêtes, même si le balado va peut-être être diffusé après. Et au plaisir de travailler ensemble en 2025. Merci, Elfie. Plaisir. Bye bye!